Bonjour et bienvenue chez MyPrépa. Comme vous le savez, le concours Écrit-Com vient de se terminer. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi, je vais tâcher dans cette courte vidéo de vous faire petit débrief de l'épreuve de mathématiques et on verra comment il fallait gérer l'épreuve et quels étaient les classiques qui se cachaient derrière toutes ces questions. Allez, on est parti directement depuis la live class, notre plateforme de cours en ligne. A tout de suite. Analyse du sujet Écrit-Com 2018, voie E. On va voir comment est-ce qu'on pouvait aborder le sujet, quelle stratégie adopter et quels étaient les classiques qu'on pouvait dénicher derrière toutes ces questions. Alors, bon, là, on voit quoi? On voit donc en exo 1, on a un sujet de diagonalisation qui semble, somme toute, assez banal, à ceci près qu'on fait le lien entre les matrices et les endomorphismes. Donc là, il faut connaître bien son cours et le passage entre ces deux notions. Ok, qu'est-ce qu'on voit ensuite comme exercice? On voit l'exercice 2 où là, on a des sommes de 1 sur k et ln de n. Bon, on va revenir dessus, mais là, on a quand même des choses à faire. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit un exercice 3 où là, on a des probabilités avec des histoires de gains, semble-t-il, et où on a des changements de variables, des calculs d'espérance avec des choses qui ressemblent à de la loi binomiale, et donc du coup il y aura des histoires de binôme de Newton, donc ça on devrait pouvoir s'en sortir franchement. Donc là on repère quand même assez rapidement qu'il y a des choses à faire. Là on voit qu'il y a des études de fonctions. Ok, bon, on se dit que c'est un sujet finalement qui est assez varié, qui est peut-être terminable, et qui me laisse le choix. Là, moi, ce que je conseille souvent sur ces sujets où on a 3 exercices, comme à l'EM Lyon, comme à Écrit-Com ici, c'est de commencer par l'exercice où on se sent le plus fort et où il y a le moins de risque de se casser les dents sur du calcul. Donc c'est vrai que là, faire des calculs de valeurs propres, bon, là, ils nous donnent les valeurs. On se dit, tiens, c'est pas mal. Sauf que commencer par du calcul, si on fait des erreurs, pour le moral, c'est pas génial. Donc je suis pas sûr que j'aurais commencé par l'exo 1. J'aurais peut-être fait, je regarde, j'aurais peut-être fait l'exo 2 parce que ça, c'est du grand classique. Et quitte à passer, c'est-à-dire que là, vous le savez, pour avoir 20, l'objectif n'est pas de tout faire, mais c'est d'en faire un max. Donc ne perdez pas de temps sur les sujets, sur les questions. Là, c'est un peu plus, c'est les probas. Alors quand on est en ECE, on a plus de mal avec les probas, donc j'aurais peut-être pas fait, pardon, j'aurais peut-être pas fait tout de suite l'exercice 3 si j'avais été en ECE. Donc j'aurais fait en stratégie exo 2. Donc d'abord exo 2. Ensuite, donc ça en 1. Ensuite, j'aurais fait exo 1 en 2. Et puis j'aurais fait l'exo 3 en 3. Voilà. Ça, c'est si j'avais été en ECE. Bon, alors maintenant, si on va dans l'ordre, on revient à l'ordre initial. Donc on commence par l'exo 1 qu'on aurait fait en 2, mais donc l'exo 1, qu'est-ce qu'on observe? Bon, ici, on observe que, ok, on va peut-être un peu couper l'écran en 2. Ici, on observe, donc dans cette question A, donc là, ça va être du calcul, donc exo 1, pardon, question 1A, donc ça c'est du calcul, mais tout de suite, qui me fait penser à une notion de polynôme annulateur, et d'ailleurs c'est la question d'après. Donc là, il fallait penser en B, à l'histoire du polynôme annulateur, et les valeurs propres de A sont forcément incluses, donc le spectre de A est inclus dans les solutions de cette équation. Et donc les solutions de A carré moins 7A, attendez, vont déduire que les seuls réels susceptibles de valeurs propres de A sont les réels 3 et 4. Ok, donc là en fait, on aura A carré moins 7A, on va obtenir certainement donc A carré moins 7A, on va obtenir plus quelque chose égal à 0, et quand on fait les racines de ce trinôme, on va montrer que les racines sont 3 et 4. Donc c'est pour ça qu'on aura ici le spectre
qui sera inclus dans 3,4. Trouver alors toutes les valeurs propres de A, ok, bon, bah ça après il faut du calcul, donc ça on va pas le faire. La matrice est-elle inversible? Est-elle diagonalisable? Bon, inversible, ici ça va être quand même fastoche, hein, puisque la question qu'il faut se poser c'est est-ce que 0 est valeur propre? Bah, là on voit que 0 n'est pas valeur propre, donc A est inversible. Donc ça c'était facile. Est-elle diagonalisable? Là, il faut attention de ne pas tomber dans le piège. Hein. Ici, c'est pas parce qu'il n'y a que 2 valeurs propres ou une, hein, on ne sait pas. Hein. On le saura ici, en fait. Mais on se doute que 3 et 4 vont être valeurs propres, je pense. Et après, on va vérifier que les sous-espaces propres, quand on additionne leurs dimensions, est-ce qu'on obtient 3 ou pas? Mais il ne faut surtout pas dire il n'y a que 2 valeurs propres, donc c'est pas diagonalisable. Ça, attention, le D, attention à la rédaction. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, bah, il faut déterminer le noyau, en déduire une valeur propre de f et l'espace propre associé. Bon, ça va être calculatoire. Là, juste, je vous dis comment traduire là, le f2 à la question calculer f de E1 moins E2 moins E3. Bon, vous avez plusieurs. Donc, méthode 1, c'est d'utiliser la linéarité en fait, hein, et de dire que f de 1 moins E2 moins E3, c'est f de E1 moins f de E2 moins f de E3, méthode 1. Donc, il fait après faire le calcul en servant la matrice. Ou alors, méthode 2, c'est de se servir de l'expression matricielle. Donc, ça, c'est en fait égal à B de 1 moins 1 moins 1. On fait le calcul et on trouve quelque chose. Ok. Déduire des questions avec un ordre d'amphi, c'est diagonalisable. Ok. Bon. Donc là, il faut voir, parce que j'imagine que ça, en fait, si je vois cette question, c'est que forcément, E1 moins E2 moins E3, ça forcément, en tout cas, les grosses suspicions que ce vecteur-là, E1 moins E2 moins E3, va être un vecteur propre. Donc à tous les coups, on va obtenir en fait un alpha fois 1 moins 1 moins 1. Et donc ça va nous donner un vecteur propre et donc du coup une valeur propre de plus. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on aura en tout le bon nombre de vecteurs propres. Et donc ce sera bien diagonalisable. Là, le rang de la matrice va aussi nous donner des indications. Parce que du coup, ça va donner des indications sur le fait que 0 est bien valeur propre. Donc là, on aura certainement 0 valeur propre, puisqu'on détermine le noyau en déduisant une valeur propre de f. Voilà, c'est écrit en question A. Le noyau de f ne va pas être réduit au vecteur nul. Donc là, on aura ker de f qui ne sera pas réduit au vecteur nul. Donc, à tous les coups, 0 est valeur propre. Et donc, on va trouver 2 valeurs propres, selon moi. Hein, j'ai pas fait la chose, mais en tout cas, c'est possible. Ou peut-être 3, parce que là, c'est b moins 2i. Bon, pour regarder, mais peut-être qu'on aura 2 qui sera valeur propre, 0 qui sera valeur propre, et peut-être une troisième valeur propre. Du coup, on aura 3 valeurs propres. Bref. Eh ben regardez. Là, je vais vous donner une petite astuce. Allez, soyons fous. Regardez ce qu'on a en question 3. En 3, on a des infos. Et ça, souvent, les étudiants qui sont brillants pensent à regarder les questions d'après pour avoir des intuitions sur les questions d'avant. Et là, regardez, on a B qui est en fait égal à P D2 P-1, avec D2 qui va être égal à 3, 0, 2. Donc, du coup, là, on voit que les valeurs propres, on sait tout de suite en regardant ça, que les valeurs propres qu'on va devoir trouver sont 0, 2, comme je vous l'ai dit, et ici, en fait, ça va être 3. Donc là, le alpha dont je parlais ici, il va être égal à 3. Et ça, on le voit en lisant les questions d'après. Bon, et donc là, bref, c'est du calcul. Là, on rentre dans des choses un peu calculatoires ici. Donc, j'imagine que vous avez dû pas souffrir, parce que c'est pas non plus très compliqué, mais c'est calculatoire. Et là, on a du coup cette expression-là, déduire de la question précédente. Donc, j'imagine, ça se déduit, il faut écrire ce que ça veut dire. Et on a du coup, on observe que matriciellement, alors attendez, je vérifie ce qu'est. Est-ce qu'ils le disent bien quelque part? C'est matriciel, de dire que. Ah voilà, pardon, bien sûr, ils le disent, puisqu'ils disent que YN, c'est AN, BN, CN. Donc, bon. Donc ça va être certainement immédiat par calcul, on trouve ça. Et là, on est assez content, puisque ici, on voit une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Là, on voit une suite géométrique.
Et là, on voit encore une suite récurrente d'ordre 2. Bon, donc les étudiants qui connaissent bien leur cours, là, normalement, easy. Ok. Bon, après, ici, il nous demande de calculer AN, BN, CN. Ok, bon, on fait le calcul. Et ça nous permet après de trouver la relation dans les directions xn en fonction de n pour tout n. Bon, là, on avait certainement, je vérifie, voilà, donc yn égale p moins 1 xn. Bon, ça va être calculatoire et on va s'en sortir sans trop de difficultés. Ici, il y aura peut-être une histoire de récurrence à faire pour obtenir le lien entre yn et xn et faire après du x0, y0. Voilà, ça, calculer les matrices en dédirection de xn en fonction de n pour tout entier naturel. Il y aura certainement une histoire de récurrence. Ça me fait penser, même si ici c'est un peu différent, donc il fallait faire un peu de preuve de prise d'initiative. Mais vous savez, quand vous avez du un plus 1 égale à a fois un, ben, on montre que un c'est égal à a puissance n fois u0. Bon, là c'est un peu le même genre, sauf que c'est pas a, c'est p moins 1, et c'est pas un plus 1, c'est yn plus 1. Mais c'est, regardez ici, c'est quand même pas très différent. C'est juste qu'ici on a du yn et du xn, donc c'est pas tout à fait du un plus 1 xn, mais on va certainement servir de cette relation-là pour trouver le résultat. Donc là, je le fais pas pour vous, mais ça me fait pas peur, il faut juste rentrer dedans et on finirait par trouver. Là, on a des histoires de calcul de suite, certainement, compléter un argument 1 et qui renvoie la matrice xn. Ok. Là, il y avait peut-être une histoire de calcul de suite récurrente d'ordre 2, où là on fait appel à une variable auxiliaire, pour ceux qui connaissent bien ce classique du concours. Donc c'est pour ça qu'ici on a ox. Donc là, il y avait des points à aller chercher sur la partie Scilab. Et voilà, donc la fin peut-être un peu plus technique. Hein, la fin de cet exercice un peu plus technique, il fallait rentrer dedans. Bon, par contre, là maintenant, on attaque un exercice 2 qui est tombé, mais plein de fois au concours. Donc là, vous avez du somme de 1 sur k moins ln de n. Bon, là, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous font calculer, ils nous le font d'une certaine façon. C'est-à-dire que là, ici, hein, souvent, juste pour votre culture personnelle, souvent sur cet exercice-là, donc là, on est passé à l'exercice, je vais me mettre en bas, on est passé à l'exercice 2. Donc, exercice 2, souvent, l'un des classiques du concours, c'est de montrer que la somme des 1 sur k est équivalent à ln de n. K allant de 1 à n, et quand n tend vers plus l'infini. Bon, et ça se fait d'abord en faisant une inégalité des accroissements finis ou en utilisant l'intégration où on montre que ln de k est compris entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Ensuite, on fait des sommes et on arrive, je ne connais pas par cœur, mais je crois que c'est ln de n plus 1 plus petit que la somme des 1 sur k plus petit que 1 plus ln de n, un truc de style. Et ensuite, on divise par ln de n de part et d'autre. Et on montre, quand on fait tendre n vers l'infini, que par encadrement, ça tend vers 1, et ça va tendre aussi vers 1. Et donc, on trouve bien le résultat. Bon, et donc là, on a le même genre. On va un peu s'amuser. Ici, on fait une étude de fonction gentillette. Un plus 1 moins un égale f de n. Ok, bon, un plus 1 moins un égale f de n. Bah, ça va pas être très compliqué. Hein, démontrer que on a un plus 1, on a un. Donc là, il y aura une histoire de télescopage. Et donc, il restera ce qui restera, mais ça va être certainement 1 sur n plus 1 plus ln de n moins ln de n plus 1. Donc ça va être assez bateau. On déduire la monotonie de la suite un. Ben, f de n, on aura fait un tableau de variation, on connaîtra le signe de f de n. Moi, je vous l'ai montré ici, mais on l'aura fait ici par étude de fonction. Petite question Scilab au passage. Ensuite, Vn plus 1 moins Vn égale à 1 sur n moins ln de 1 plus 1 sur n. Bon, bah là, Vn plus 1, ils nous le définissent quelque part, j'imagine. Attendez, je vais le chercher, c'est où? Voilà, Vn, c'est un moins 1 sur n, donc là, ça va être du calcul. Donc là, vraiment, j'espère que c'est la balade pour vous, parce que là, c'est quand même, franchement, pour l'instant, l'exercice le plus simple. Bon, en plus, ici, on retrouve
un grand classique du concours, donc le fameux ln de 1 plus x plus petit que x, qui se démontre de deux méthodes. Soit on fait une étude de fonction, on pose g de x, je ne mets pas les quantificateurs, mais il faudra mettre, pour tout x appartenant à ce qu'on veut, égale à ln de 1 plus x moins x, et on montre par étude de fonction que c'est négatif. Ok. Bon, mais la méthode 2 qui est bien plus élégante, bonus, c'est de montrer que la fonction qui a x associe ln de 1 plus x est concave, et puisqu'elle est concave, elle est en dessous de sa tangente en 0. Et donc on a, si je vous fais la représentation graphique, je sais que vous adorez les représentations graphiques, un truc comme ça, quoi. Un truc comme ça, hop, voilà. On a ici y égale x, et là on a cf. Et donc on voit bien que la courbe représentant, là c'est pas f, on l'oppose à autre chose que f, mais la courbe représentant ln de 1 plus x est en dessous de sa tangente en 0, qui vaut y égale x. Et donc ça c'est bonus, en termes de rédaction. Tiens, des développements limités. Vous adorez les développements limités. Donner des développements limités à l'ordre 2 de ln de 1 plus x, donc je ne vais pas vous le rappeler, vous le connaissez. Et en déduire, bon, et bien là, c'est du calcul. On ferait développement limité. Bon, après, on fait une division et on fait tendre vers 0 et on obtient bien le résultat. Ça ne doit pas être si compliqué. Déterminer la nature de la série de termes générales Vn plus 1 moins Vn. Bon, là aussi, on aura une histoire de télescopage. Donc vraiment, ça c'est donc un classique du concours, mais qui est présenté un peu différemment. Ici, on le fait un peu différemment, mais c'est toujours les mêmes techniques. On a du télescopage certainement, et on va arriver à quelque chose. Bon, et ici, après, on va arriver à montrer que, puis que. Là, comme ça, je vois pas trop, mais ça doit pas non plus être fou. Il faut se servir de ce gamma-là, faire le télescopage, et on monte certainement, sans trop souffrir, soit par récurrence, parce que là, ici, on a une relation entre un plus 1 et un, soit plus simplement en repérant que ça, c'est la limite. Peut-être que Vn est croissante de limite gamma, et donc elle est peut-être plus petite que sa limite, et peut-être que Un est décroissante, et elle décroît vers sa limite gamma. Donc voilà, il y a peut-être là, ici, il y avait peut-être des choses à voir, difficiles à voir comme ça quand on n'a pas fait le sujet. Là, je vous dis encore une fois, là, je le fais en première approche, comment analyser le sujet. Là, je me dis à voir, ça c'est à voir plus tard, mais ça me fait pas peur. Peut-être que là, sur ce genre de choses, peut-être que je serais passé à la suite, mais non. Enfin oui, peut-être, parce que partie 2 ici, étude d'une série, là après c'est la balade, puisqu'on a démontré que la série de termes générale AN converge. Donc là, j'espère que vous avez pensé au théorème d'équivalence, puisque là on voit assez facilement que 1 sur 2n moins 1, c'est équivalent à 1 sur 2n carré. Et donc là, c'est une série de Riemann, 1 sur n carré qui converge. Donc théorème de comparaison des séries à termes positifs, cette série-là converge puisqu'elle est à termes positifs. Bon, là, somme de 1 sur 2k, donc ça c'était sympa ça, j'aime bien ça, quand je vois ça là. Bon, c'est plus des choses qu'on voit en ECS, mais ici, vous devez quand même observer que quand je fais somme de ça, plus si ça, je passe ça de l'autre côté, regardez, somme des 1 sur 2k moins 1, plus somme des 1 sur 2k, faites-le en mettant des pointillés, vous allez voir qu'on obtient, on obtient, donc premier terme, ça va être 2 fois 1, 2 moins 1, ça fait 1, plus 1 sur 3, plus 1 sur 5, etc., plus 1 sur 2n moins 1, ok, ça c'est la première somme. Et la deuxième somme, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 demi, plus 1 quart, plus 1 sur 2n. Ah tiens donc, quand je les regroupe, regardez ce que ça fait. Quand je les regroupe, ça fait 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, youpi. On obtient bien tous les termes, et donc ça me fait bien la somme des 1 sur k pour k variant de 1 à 2n. Donc ça, question qui fait peur, mais qui est très simple. Déterminer deux réels alpha et bêta tels que, bon là, il faut mettre au même dénominateur, et on fait ensuite une identification.
En déduire, bon, ok, ça va être du calcul. Donc là, alors là, on peut pas trop deviner, hein, c'est du calcul. On fait le calcul et on obtient à l'arrivée un truc. Bon. Là, en question 4A, ça a l'air d'être intéressant, la mise. Bon, c'est un peu technique, mais rien de fou. Je rentre ça à l'intérieur, je mets au même dénominateur et je me rends compte que ça fait exactement ça. Avec peut-être un changement d'indice ici, puisque là, ça part de n plus 1, alors que là, ça part de 1 à n. Donc, soit on fait une magouille avec changement d'indice, soit, voilà, on peut peut-être se le faire, ça. Allez, si ça, on peut se le faire en live, allez, allons-y. 4A, moi je vois deux méthodes, hein. Je me dis soit c'est peut-être une récurrence, mais ça risque d'être casse-gueule la récurrence, soit faire un changement d'indice. Donc là, moi je vois ça, je me dis bon, allez, je vais peut-être faire un changement d'indice. 1 sur K, ça me fait quoi si je le fais descendre de 1 à N? Ça veut dire que ça, je le baisse de N, et donc ça veut dire que ça, je dois le monter de N. Donc ça me fait 1 sur K plus N. Mais 1 sur K plus N, si je mets 1 sur N en facteur, ça me fait quoi? Ça me fait 1 sur N, facteur de K sur N plus 1. Youpi! Et ben voilà, je peux sortir 1 sur N. Et ça me fait somme K de 1 à N de 1 sur 1 plus K sur N. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert ce truc? Eh bien, c'est là où c'était beau. C'est que ça rappelle un point de cours, mais qui tombe très peu au concours en ECE. Franchement, alors j'ai pas fait tous les sujets, hein, mais la dernière fois que je l'ai vu au concours, ça ne nous rajeunit pas du tout, c'était à l'ESSEC en 89. Première question, ESSEC 89, première question où il fallait utiliser des sommes de Riemann. Donc en fait ici, il fallait penser aux sommes de Riemann. Et donc là, il y avait du bonus à l'arrivée, parce qu'autant vous dire, je pense que presque personne connaît cette formule, parce que vous ne connaissez pas assez le cours. Attention, apprenez votre cours. Ici, qu'est-ce qu'on a? Somme de Riemann, je vous rappelle le cours. Si f est continu sur un intervalle AB, on a, alors, limite, quand n tend vers l'infini, ça me fait des révisions pour moi aussi, de b moins a sur n, somme allant de 1 à n de f de a plus k b moins a sur n, qui vaut l'intégrale de ab de f de t dt. C'est valable aussi quand on va de 1 à n moins 1. Bon, et le cas particulier qu'il faut connaître, c'est quand b vaut 1 et a vaut 0. Quand b vaut 1 et a vaut 0, il faut le connaître parce c'est celui-là ici. 1 sur n somme allant de 1 à n de f de k sur n, qui vaut l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Bon, et là ici, il fallait reconnaître que le f en question, ici le f en question c'est 1 sur 1 plus x en fait. Donc là ici le f c'était la fonction qui a x associe 1 sur 1 plus x. Et donc il fallait appliquer ce théorème-là, des sommes de Riemann, et on obtenait l'intégrale de 1 sur 1 plus x. Donc il y avait une histoire de ln, et on retrouvait, trop bien, ça faisait ln de 1 plus x entre 0 et 1, donc ça peut-être du ln de 2, bref, à vérifier. Mais on retrouvait le résultat de la question 3b qui doit pas... Ah bah tiens, ln de 2, et ben ouais. Là, on retrouvait certainement un truc qui ressemble à du ln de 2. Donc voilà pour cet exercice 2. L'exercice 3, lui... Bon, l'exercice 3, c'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment lire ça, et donc ça, je ne vais pas le faire pour vous, c'est juste... là, je vois qu'il y a une histoire de jeu de pile-face, et avec du gain. Donc là, ici, c'était un peu plus compliqué d'y voir clair, parce qu'on ne voit pas de grands classiques apparaître comme ça tout de suite. Par contre, là, on voit tout de suite, ok, ça c'est binôme, ça ressemble à du binôme de Newton, puisque ça nous fait somme k allant de 0 à n, k parmi n, de moins p puissance k, 1 moins p, n moins k. Donc ça fait moins p plus 1 moins p, c'est-à-dire 1 moins 2p à la puissance n. Donc ça, c'était pas quand même très compliqué. Binôme de Newton.
Ok, bon après là c'était des calculs de logique. Bon, en partie 3 là on avait encore des... Ah tiens, là par contre là on voit quelque chose de très classique, avec k fois k parmi n égale à n, k moins 1, n moins 1. Ça, c'est la fameuse petite formule ou formule sans nom qui nous dit que k parmi n, c'est égal à n sur k, k moins 1, n moins 1, pour k appartenant, pour k plus grand que 1, attention. Bon, et donc ça se démontre assez simplement en revenant au factoriel. Et donc on se servait de ça pour pouvoir trouver somme des k p de x égale k, parce qu'on remplace le k p de x égale k par du n précisément, qui nous permet ensuite de sortir le n et on obtient bien ce qui nous arrange. Ok, donc après ici c'était du calcul d'études de fonctions, donc on ne va pas le faire, et ça nous permettait de trouver certainement un optimum de rentabilité. Ok. Partie 4, bon là on ne voit pas clair non plus. En période estivale, voilà, on va pas tout lire. Et donc là, inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Donc là je me dis, ok, donc ça, je sais faire, je connais mon cours. Donc ça, il faut que je le repère, parce que ça ne doit pas être très compliqué, notamment pour ceux qui ont bien vu le programme de fin d'année, ce qui est pas souvent le cas. Les étudiants souvent négligent la fin du programme, et c'est bien dommage parce qu'il y a des points à aller chercher. Voilà donc pour l'analyse de ce sujet. Donc je résume. On avait ici de quoi vraiment s'amuser, parce qu'il y avait de quoi faire dans l'exo 1, où on a une diago en plus, où on nous donne quand on est un peu malin, on arrive à voir les réponses en lisant la suite, même si la partie 2 était peut-être un peu plus calculatoire, mais il y avait quand même des suites récurrentes d'ordre 2, des suites géométriques, bref, franchement là il y avait de quoi faire. En exo 2, on avait un grand classique du concours, mais il faut refaçonner un peu différemment, et c'est toujours ça, donc parce que apprendre les classiques du concours c'est bien, mais les avoir compris, les avoir vraiment assimilés, c'est mieux, puisque ça permet de s'adapter, et là du coup on s'adapte. Et donc le sujet était très sympa, parce qu'il permet aussi de vérifier ce qu'on sait faire sur les séries, sur les manipulations de sommes, et puis sur les sommes de Riemann, où là il y avait vraiment du bonus à aller chercher pour ceux qui connaissent bien leur cours. Bon, et l'exo 3 qui est un peu plus exotique, où là bon, il fallait repérer qu'il y avait quand même des questions sur lesquelles on pouvait se reposer avec du binôme de Newton. Et puis, c'est histoire de petites formules, et la fameuse formule somme des k fois k parmi n, k allant de 0 à n, qu'il faut savoir faire, comme la somme k allant de 0 à n des k carré k parmi n, ça aussi, il faut savoir faire. Je vous invite à y réfléchir. Et puis, on terminait par du bien-aimé de Chebyshev, où là aussi, il faut rentrer dedans pour comprendre, mais il y avait quand même de quoi s'amuser, et le vin était quand même accessible. Merci à vous pour votre écoute, et en espérant que les concours BCE qui approchent se passent bien. À très bientôt.